Bonjour à tous. On est très content de vous recevoir aujourd'hui à notre webinaire spécialement fait pour les services incendies. Aujourd'hui, on va parler de drones et principalement de la capacité opérationnelle de ceux-ci. Donc, je me présente pour commencer. Mon nom est Maxime Brouillard. Je suis le directeur des ventes de Drone Expert. J'ai un petit background dans l'industrie de l'incendie, pas comme intervenant, mais bien comme fournisseur d'équipement. Avant d'avoir été chez Drone Expert, j'ai passé quelques années chez un des gros distributeurs d'équipements et de camions incendie que vous connaissez probablement tous dans la province. Et maintenant, ça fait presque 2 ans que j'ai la chance de travailler chez Drone Expert, de continuer de vous avoir comme client sous un autre type de volet qui est vraiment le drone. Enchanté, Brian Demers. Je suis représentant aux ventes entreprises chez Drone Expert depuis 2018. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'expert technique là, pour, on va dire, la technologie au service des services en protection incendie. Domaine, on va dire, qui est en augmentation là, depuis 2018 là, avec l'intégration de premiers drones là, dans certaines municipalités. Donc, on a accompagné les clients à l'époque avec ces technologies-là. Puis, c'est un plaisir là, pour moi de vous montrer aussi vers où ça s'en va et l'avenir de tout ça. Ouais. Donc, on va commencer par vous parler de Drone Expert un petit peu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Drone Expert, qu'est-ce que c'est? En fait, on est vraiment des professionnels de l'intégration du drone. On offre un service 360. Donc, notre expertise est vraiment de s'assurer que peu importe le besoin que vous avez sous le besoin du drone, qu'on soit en mesure, en fait, de s'assurer que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit un achat, une location, une réparation, une maintenance. On a également un département de recherche et développement. On a un programme d'accompagnement et une chose pour nous qui est particulièrement importante, c'est notre département de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'importance d'avoir un drone est principalement en lien avec la formation, s'assurer de tirer un maximum de ce que le drone et la donnée peuvent vous donner. Donc, grosso modo, Drone Expert, on est situé à Québec. On est ici depuis 2013. Donc, notre expertise est vraiment de s'assurer de vous offrir le meilleur service possible, mais aussi de vous accompagner tout au long de vos différents besoins. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, on va vraiment venir démystifier l'utilisation du drone, comment optimiser celui-ci. On va parler de capacité technologique, on va parler du cadre réglementaire qui est bien important d'être compris chez l'utilisateur et on va parler également de sécurité intégrée. Comme premier sujet, Brian, tu peux nous parler un peu du contexte opérationnel du drone? Oui, ben en fait, au niveau des drones, jusque-là, on s'entend, là, le principe d'une caméra volante a toujours été intéressant là, depuis que c'est disponible. Il y a aussi bon l'aspect d'avoir des caméras thermales embarquées là, qui a un petit peu, on va dire, créé un peu plus d'engouement, on va dire, au niveau là, des applications en sécurité civile au sens large. Bon, il y a une nécessité d'avoir des permis, des formations continues. Le coût des équipements, la désuétude aussi, des fois, qui peut survenir. Donc, il y a, on va dire, l'aspect du drone est intéressant pour pallier, on va dire, certaines imperfections là, de ce qui est les services d'urgence. Donc, on a, d'une part, il y a une part d'incertitude, pardon. On a des informations, puis on va compléter, on va constater en arrivant sur les lieux. Bon, le temps compte toujours, donc il y a une certaine pression. Il y a des risques humains, autant pour les gens dont la vie est en danger que pour les intervenants qui doivent aussi assurer leur propre sécurité. Sans parler de problématiques terrain, mais le drone venait aider à avoir une meilleure vue d'ensemble, la vue du haut du ciel. On s'entend, permettait d'avoir un meilleur portrait de ce qui se passe au sol, de venir pallier une visibilité limitée, d'une part. Mieux coordonner, on va dire, les déploiements dans un contexte de support aux opérations. La documentation post-événement aussi est quelque chose qui est bien intéressante et déjà appliqué, là, on va dire. Donc, si l'information arrivait avant les équipes, qu'est-ce que ça donnerait? Ben, c'est sûr que c'est un peu, je peux dire, ça serait comme le but ultime, là. On arrive sur les lieux, on peut déployer un drone, exemple, sur un incendie, on va s'en servir dans la recherche de personnes, mais généralement, ben, c'est en arrivant sur place, puis on va déployer le drone.
est-ce que le drone pourrait arriver avant des équipes? C'est un peu ce qu'on va mettre en lumière aujourd'hui parce que la vérité, c'est que c'est pas nécessairement dans le futur là, très lointain là, où ce sera possible, mais puis ce qu'on vous présentera aujourd'hui, c'est que les équipements qui sont disponibles, qui ont été démocratisés, qui permettraient de se rendre là, on va dire, dans un avenir très proche, voire même aujourd'hui, là, à qui aurait le désir d'implémenter une telle solution. Mais ce n'est plus, on va dire, un fantasme que de penser que le drone puisse arriver puis fournir l'information alors qu'on est encore en chemin, là. Voilà. Par changement de paradigme, c'est de dire que le drone, bon, on parlait de caméra volante, c'est déjà bien intéressant, mais on reste dans un contexte d'outils d'observation, si on veut. Et dans un écosystème intégré, donc où le drone peut parler à d'autres systèmes, voire même les systèmes de dispatch, puis c'est que là, ça serait vraiment l'écosystème. On parle vraiment d'une solution, pas juste un outil. C'est pas mal plus facile qu'on pourrait le penser de par DJI, là, qui est un manufacturier très important et connu de tous, rend possible, on va dire, et rend simple aussi une telle intégration. Donc, en l'intégrant aux outils qui sont déjà utilisés, c'est ça qu'on peut transformer, ce qui sert plus à titre d'observation, mais vraiment le mettre à la contribution de la prise de décision. Puis de voir le drone pas juste comme un outil, mais comme un système avec on va dire, tout son potentiel, c'est dans cette mesure-là, on pourrait atteindre, on va dire, une certaine capacité opérationnelle là, décuplée, augmentée, exploitable aussi en intervention. Bon, c'est sûr que ça comporte quelques facteurs, là, donc il y a un aspect d'automatisation. Ça, c'est possible avec maintenant ce qui va s'appeler là, les solutions de nestage, là, donc une station de base, la connectivité maintenant qui est possible. Donc, on va avoir des appareils qui vont pouvoir communiquer directement sur le réseau LTE. Ils vont pouvoir aussi communiquer sur le serveur qui lui héberge la donnée, qui donne aussi à l'utilisateur l'interface, donc on va dire en temps réel là, au niveau de ce qui se passe, le pilote à distance. Il y a un aspect de réglementation aussi, là, donc tout ça, c'est de la belle technologie, mais si on n'a pas de contexte pour pouvoir l'utiliser, ben, ça reste une belle technologie, mais il y a le cadre réglementaire, puis ça, on va en parler un peu plus tard, là, qui permet, on va dire, ce genre de mise en situation-là, puis l'intégration. Donc, fait que le drone passe d'une belle démonstration technologique, là, des caméras thermales, l'intelligence artificielle embarquée, à, on va dire, une capacité pleinement opérationnelle. Donc, dans l'intégration du drone dans les infrastructures existantes, avec la connectivité, ça permet finalement un déploiement en contexte réel. Le cadre qui a changé au niveau de la réglementation, donc qui permet le vol BVLOS, les certificats maintenant, donc les nouveaux niveaux de permis, si vous voulez, là, rendre ça possible et donc planifiable, reproductible. Et le drone devient un outil décisionnel plutôt là, qu'un outil d'observation qu'on peut intégrer ou commencer à intégrer dans les façons de faire qui sont déjà balisées et connues. Ouais. C'est intéressant ce que tu mentionnes, Brian. Le drone, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on doit le voir. Un outil qui nous aide au niveau de la prise de décision. Donc, on va rentrer dans le quatrième vecteur un peu de la discussion de ce midi, qui est le cycle opérationnel. Donc, concrètement, le drone, terrain, comment que ça fonctionne au niveau opération, c'est ça qui nous intéresse en tant qu'utilisateur. Donc, dans un cycle, on va dire, mettons-nous dans la situation où on a le drone qui, de manière automatisée, peut décoller puis se rendre sur les lieux d'une intervention. Donc, on va dire, on va y aller avec le avant, pendant et après. Donc, avant, c'est la reconnaissance automatisée, un envoi avant déplacement. Donc, comment ça fonctionne? Généralement, au niveau d'un service incendie, vous recevez une carte d'appel. Donc, on a un lieu, on a souvent, on va dire, quelques informations. Et on va dire, le drone, lui, dans la mesure où il pourrait se rendre directement, on va dire, sur la coordonnée, transmettre donc diffuser l'image en direct pourrait donner plus d'informations en amont
donc une meilleure préparation. Et pendant, ben, c'est finalement, on va avoir une vue aérienne en temps réel. On va pouvoir faire la coordination multi-équipe. On est souvent appelé à collaborer avec différents, on va dire, instances. Dépendamment des fois là, des événements que, on va dire, l'information que le drone permet d'obtenir, permet aussi de la transférer rapidement. Donc, il peut, on va dire, favoriser là, une collaboration, une meilleure collaboration. Je veux juste faire une parenthèse rapidement, mais exemple, un cas client m'avait expliqué là, qu'en ayant le drone, en ayant ces informations-là, il y avait à collaborer avec un corps policier pour leur expertise dans un domaine précis. Puis, ce qui était intéressant, c'est que la ressource ne pouvant pas se déplacer à brûle-pourpoint, on y a quand même eu accès à l'expertise de par les images là, qu'on avait, que eux avaient sur le site, puis ont permis là, vraiment de bénéficier d'une expertise là, parce que le drone rendait ça possible, là, ce qui est franchement intéressant. Bon, c'est sûr que pour le après, ben, tout ce qui s'est passé durant l'événement, ben, tout est documenté, hein, fait que on va avoir une documentation objective, puis ça va favoriser nécessairement là, une analyse post-incident, post-événement. Donc, c'est très intéressant ce que tu mentionnes, Brian. La documentation suite aux interventions, on sait à quel point c'est un facteur clé dans l'industrie de l'incendie. Donc, le drone nous donne vraiment accès à une facilité pour ce qui a trait à la documentation. ben, impact et bénéfices, avec l'information disponible avant, pendant, après, jusque-là, on s'entend. C'est sûr que tout ce qui peut donner, toute info va réduire finalement, l'incertitude. Une meilleure compréhension, on va dire, en temps réel là, d'une situation. C'est sûr qu'on va favoriser la coordination, comme on disait. Le but, finalement, c'est de pouvoir favoriser une meilleure prise de décision, là, toujours. Donc, plus d'infos, plus meilleure est la décision, plus rapide elle est. Voilà. Effectivement. Donc, le cinquième point qu'on va aborder, c'est au niveau de l'architecture de système. Donc, ce qu'on va comprendre, c'est qu'il y a plusieurs technologies impliquées dans la gestion, dans l'utilisation et dans l'optimisation des drones. Donc, comment qu'on vient, si on veut, attacher tout ça ensemble? C'est ce que Brian va nous expliquer ici. Donc, au niveau de l'architecture technologique, c'est de savoir c'est quoi les différents éléments qui seraient mis en lien, finalement, qui vont collaborer pour rendre ça possible. Parce que, finalement, vous avez le drone, vous avez la télécommande, l'opérateur. Jusque-là, c'est pas mal comme ça qu'on opère. Puis, bon, à la grosse limite, là, on va avoir la diffusion du signal. On peut envoyer ça, exemple, à la table de PC où on peut le diffuser déjà. On va dire, vous utilisez... Tout le monde a déjà des systèmes en place, là, que ce soit au niveau de la répartition d'urgence, que ce soit, on va dire, l'écran dans la caserne là, sur lequel on reçoit une carte d'appel. On utilise tous des téléphones cellulaires, des tablettes. Et finalement, quand on va venir jumeler tout ça ensemble, c'est un peu vers là où on s'en va avec la technologie. Là, c'est que une fois tout mis ensemble, ça va devenir, on va dire, c'est là qu'on va parler d'un écosystème, là, d'une solution complète versus juste le drone puis tout le reste. Là. Donc, le concept, c'est que le drone et le dock fonctionnent ensemble. Il faut savoir que le dock, lui, remplace la télécommande, entre guillemets. C'est le but. Les drones, maintenant, comme je disais, là, vont intégrer le réseau cellulaire. Ce qui va venir pallier, on va dire, aux défis que la technologie représente. Au niveau des drones, les manufacturiers vont donner, on va dire, un certain range là, en kilomètres là, sur lequel on aurait un bon signal. Il faut savoir que c'est jamais infaillible là, dans une... Je vais le résumer comme ça, mais si vous voulez avoir une bonne communication avec votre drone, imaginez que la télécommande et le drone sont attachés avec une ficelle. C'est un peu comme ça qu'on doit les opérer, là, avec, on va dire, à composer avec des obstacles physiques là, qui viendraient nuire au signal en ayant accès au LTE. Vous voyez ça comme une redondance du signal manette. Donc, quand... on va dire, il y a obstruction possible du signal où on perdrait la communication avec le drone, bien, finalement, c'est le système LTE va prendre le relais. Donc, on n'a plus à se soucier, on va dire, l'aspect physique, là. Puis, ça, c'est ce qu'on va peut-être élaborer un peu plus là, par rapport au vol hors de portée visuelle, mais c'est de dire qu'avec la connectivité au système en place, c'est ça. C'est comme ça qu'on va collecter, partager de l'information entre systèmes
On utilise aussi, bon, on va dire, ça pourrait être ne serait-ce que commence avec un moniteur sur le terrain, ça peut déjà être bien, mais on peut aller jusqu'à diffuser là, à qui de droit, on va dire les principaux intéressés, là, même s'ils sont à des centaines de kilomètres, là, un peu comme aujourd'hui, là, on se parle par Teams, remplacer finalement là, la caméra, puis est-ce que vous voyez là, du webinaire par, on va dire en temps réel, là, une vision du drone. Là. C'est un peu ça dont il est question. Et nécessairement, il y a, on va dire, il y a des aspects au niveau de l'espace aérien là, qui est à considérer. Dans l'écosystème, là, le drone n'est pas juste est une partie de la solution. Il y a la gestion de l'espace aérien qui va rendre ça possible. Et après ça, on fait le lien avec le logiciel de commandement, si vous voulez. Puis, lui, transmet les informations au dock qui fait le relais avec le drone, puis qui nous permet là, finalement de visualiser la scène en temps réel. Donc, voici, là, tu sais, quand on parle d'architecture, là, c'est les différents systèmes en cause là, qu'on va expliquer là, un à un. C'est beaucoup plus complexe que seulement l'utilisation du drone. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'autres éléments alentour de ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on parlait du volet formation plus tôt, que c'est très important d'être bien accompagné dans le processus d'achat et d'utilisation d'un drone. Donc, merci de nous avoir expliqué ça, Brian. C'est assez complexe comme environnement. Donc, maintenant, on va parler au niveau de l'écosystème technologique. C'est un volet qui est super important, en fait, de bien comprendre le produit, mais aussi de s'assurer de sélectionner de bons produits. Donc, on va parler de la nouvelle sortie de produits DJI 2025 a été une très grande année en termes de nouveautés. On est très chanceux pour ça. Ensuite de ça, on va parler des parachutes, un volet qui est parfois oublié, mais très important dans l'utilisation du drone. Et on va également parler d'un de nos partenaires qui est UTM Canada. Donc, je te laisse la parole, Brian, pour que nous parlions. Donc, on disait qu'il y a plusieurs, on va dire, éléments là, à mettre en place là, pour espérer ce genre de mise en application-là. On va y aller simplement produit par produit. Là. On va dire dans un écosystème, là, si demain quelqu'un était désireux là, d'implanter ce genre d'utilisation-là, ou ne serait-ce que d'en faire un projet pilote, là, fort à parier qu'on parlerait de ces produits-là. Donc, à commencer par le drone. Hein, c'est, on va dire, l'élément, sans dire principal, mais c'est le véhicule là, qui rend tout ça possible. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, là, déjà sont familiers avec la ligne entreprise. Donc, elle a été créée en 2018. DJI voulait segmenter finalement, on va dire, l'utilisation récréative des drones puis l'utilisation professionnelle. Donc, même si, on va dire, d'un certain côté, il y a aussi bon, les micro-drones là, qui donnent un peu plus de latitude au niveau de l'opération. Il y a un fossé qui s'est nécessairement creusé comme ça là, entre l'utilisation récréative et commerciale. En contrepartie, au niveau de la ligne entreprise, DJI a vraiment démocratisé, on va dire, l'utilisation professionnelle des drones en adaptant d'emblée, là, on va dire, des modèles, entre guillemets, là, consommateurs, là, mais destinés au grand public. Donc, la série Mavic là, est bien connue. Et en faire des versions avec des caméras différentes qui, entre guillemets, entreprises, sont désignées pour, on va dire, certains types d'usages. Donc, on connaît... certains d'entre vous ont peut-être même déjà ça là, dans le service, là, un Mavic 2 Dual, un Mavic 2 Advance, c'est allé au 3. Et quand DJI est arrivé avec la nouvelle génération, pour aider le client à bien discerner lequel est lequel, là, parce qu'il y avait beaucoup de versions, différentes versions de Mavic. Donc, dans la ligne entreprise, le Mavic s'appelle maintenant le Matrice. Donc, Mavic, pensez grand public, consommateur, c'est souvent des belles options pour les enthousiastes de la photo et tout ça. En sécurité incendie, en sécurité publique, généralement, on a l'appétit plus pour plus de pertinence au niveau des drones munis d'une caméra thermique. C'est de ça qui est question ici. Il va y avoir deux versions, si on veut, là, du Matrice 4T pour thermique et celui qui est présenté aujourd'hui là, est le modèle D, donc TD. Pourquoi TD? Ben, pour la version dock, simplement. À l'origine, DJI voulait commercialiser ce drone-là en combinaison avec la station. Il faut savoir, par contre, que le modèle T, 4T, n'a pas le brevet d'étanchéité. Donc, c'est un drone qu'on ne pourrait pas voler par temps d'averse, que ce soit des averses de neige ou averses de pluie.
Le modèle D, lui, en revanche, va être IP55, là, pour ceux qui le connaissent. Là, c'est la même étanchéité qu'on connaissait au Matrice 30, là, qui est encore un excellent drone, mais qui est dans l'ancienne génération, si on veut. Donc, le modèle 4TD, c'est encore une fois là, un système multicapteur. Par contre, il y a une grosse bonification. Donc, le drone a été, si vous voulez, augmenté d'à peu près 20 ce qui permettait plus de charge utile. Donc, embarqué là, au même moment, là, en simultané, vous avez un capteur grand angle, vous avez deux caméras zoom à différents niveaux, vous avez une caméra thermale de 640-512. Par contre, avec un petit bémol, c'est une très bonne résolution, là, sachez-le. C'est pas écrit, mais c'est 35 Hz au niveau de la fréquence de rafraîchissement. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de latence, là. On n'a pas l'impression de regarder une image saccadée. C'est que DJI a développé une technologie où ils vont multiplier un pixel par 4. Donc, je vous dirais, la résolution peut être pratiquement 4 fois là, celle-ci, là, ce qui est très intéressant, mais ça permet aussi de faire un zoom sur le sensor thermal, là, ce qui est quand même intéressant, là, surtout dans un contexte où on cherche quelque chose au sol, on cherche des indices, donc on peut zoomer, dézoomer, passer d'un capteur à l'autre. Donc, comme je disais, là, il y a deux niveaux de zoom optique hybride, si vous voulez, puis une partie qui est logicielle. Il y a un télémètre laser intégré. Qu'est-ce que ça mange en hiver, finalement? Oui, ça va mesurer des distances, là, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va pointer, là, vous voulez, le centre, on va comme une cible là, dans le milieu, quand on va pointer un élément, si, exemple, c'était des gens perdus en forêt, je viens de les localiser, si je les pointe, ça me donne la coordonnée, pas du drone, mais bien du point que je pointe. Ça permet aussi de faire toutes sortes d'annotations, des prises de mesure. Ça peut des fois être pertinent, là, donc tout ce qui va être en mètres carrés. Tout ce qui est 3D, sachez-le, est encore du domaine de... ça prend un logiciel de traitement, mais le drone a une capacité intégrée. Même donc le drone, il y a un processeur, là. Si vous ne le saviez pas, on va dire le thème de l'innovation chez DJI pour les prochaines plateformes est l'intelligence artificielle intégrée. Mais il y a certaines fonctions là, qui vont être permises, dont une de réalité augmentée. Ils vont nous donner, finalement, il va juste apposer, si vous voulez, les cartes satellites, là, Google Maps, là, si vous voulez. Là, il va nous donner les artères, donc il va les positionner en temps réel dans la manette. Donc, si, exemple, on a localisé quelqu'un, mais c'est difficile de savoir exactement où il se trouve, on peut dire qu'il est à l'angle telle rue et telle rue, parce que le drone nous les propose dans l'écran. Nécessairement détection d'obstacles multidirectionnels. Ça continue toujours de s'améliorer. Ils vont perfectionner l'algorithme. Je parlais de l'indice IP, donc 55, qui est finalement une résistance là, aux intempéries. On s'entend des fois dans des contextes de sinistres. Bon, tout ce qui est urgence, c'est rarement parce qu'il fait beau. Hein, fait que ça fait un drone qui est capable de l'encaisser. L'autonomie du drone. Bon, ça, c'est toujours à prendre finalement avec un grain de sel, là, à savoir, c'est un peu comme la consommation d'essence là, au litre au 100. Là, je suis le concessionnaire, disait 8, je suis tout le temps à 10. Bon, ça ne tient pas toujours compte, là, on va dire, du contexte, le vent, la température. Donc, je pense que tout le monde là, a appris là, à ne pas prendre ça nécessairement pour acquis que le 50 minutes annoncé, si ça donne, on va dire, entre 40 et 50 réels, il faut se le dire que c'est franchement très, très bon. Bon, c'est un drone qui est compatible là, avec une panoplie d'accessoires, donc le dock, mais sur lequel aussi on va pouvoir attacher un spotlight, un speaker, puis faire une belle sandwich, là, puis l'apporter en même temps, parachute aussi. Bon, la transmission longue portée sécurisée, ça, c'est le système OcuSync, donc manette d'onde, jusqu'à là, c'est un système qui est capable de pousser les signaux jusqu'à 20 km. On s'entend, le but n'est pas de le parcourir parce qu'il faut revenir, mais ça donne, on va dire quand même, là, un grand périmètre possible d'opération, là, donc juste le drone de base, c'est un drone que DJI a pensé spécifiquement pour la sécurité publique, là, qui est un vertical chez eux qui est très important, mais aussi l'inspection. Inspection de façade, là, thermographie. Un bon drone, on va dire, là, pour la recherche et sauvetage, exemple. C'est super intéressant ce que tu mentionnes, Brian. Recherche en forêt, par exemple. Le soir, il fait noir. On cherche une victime qui peut être dans un parc national à des kilomètres
Parfois, ça peut prendre des heures, voire des jours, retrouver la victime. Fait qu'avec un outil comme le Matrice 4TD, je veux dire, c'est exceptionnel la vitesse à laquelle on peut se permettre d'aller chercher des gens qui se sont égarés. Vraiment, c'est très bien. Le Doc 3 également fait partie d'une nouvelle technologie. Oui, oui. Donc, DJI Dock 1, 2, 3, on est déjà rendu au 3, mais sachez que si vous avez manqué le 1 et 2, bon, finalement, il ne sera jamais trop tard. Les DJI améliorent toujours ces technologies d'une génération à l'autre. Sans parler de rater, disons que si la boîte n'est pas étanche, ben, on s'éloigne de l'objectif que c'est le genre d'amélioration que DJI a fait à sa station de dock. Donc, le Dock 3, étant la nouvelle solution, là, on va dire dernier cri. Donc, il y a eu des améliorations là, au niveau de la boîte, là, est un peu plus résistante aux intempéries. Donc, on parle de la recharge automatique du drone. Fait que le drone va décoller de la boîte, venir se reposer dans la boîte. Si on peut en faire l'installation permanente, on peut aussi en faire une installation mobile, un peu comme l'image là, que vous voyez. Ça s'installe là, sur un véhicule. Donc, comme je disais, résistant aux intempéries, parce que bienvenue au Québec où l'environnement est hostile 8 mois par année à l'utilisation de tout ce qui marche à batterie. Donc, le couvercle va être auto-chauffant, un peu comme votre coupole Starlink là, qui fait fondre la neige. Ben, il n'y a pas d'accumulation de neige sur la boîte. Là. Elle va le faire fondre au fur et à mesure. Ça va permettre finalement de pouvoir piloter le drone à distance. Donc, un exemple, c'est qu'on pourrait faire une installation permanente, puis le pilote, lui, pourrait être à des centaines de kilomètres, à Montréal, exemple, dans un bureau, puis opérer le drone à distance comme ça. Donc, le drone peut faire, par exemple, des patrouilles automatisées. Il pourrait répéter la même mission plusieurs fois par jour. C'est le genre d'utilisation que DJI entrevoyait. Ou on pourrait aussi, exemple, sur un territoire donné, implanter 3 stations comme ça, puis les mettre en lien. Donc, une fois qu'il y a un drone sur les lieux, puis il a besoin de remplacer sa batterie, bien, lui, il retourne à sa station, puis ils peuvent se relayer comme ça. Donc, dépendamment du contexte, là, on peut en déployer plusieurs simultanément. On s'entend que ça vient, on va dire, simplifier là, l'aspect que le pilote n'a pas nécessairement besoin de se déplacer sur les lieux pour décoller son drone. On peut le faire à distance. Donc, on vient pallier un délai de préparation du drone, de déplacement du pilote. La disponibilité des opérateurs aussi, là, des fois, peut être un enjeu que on peut s'accommoder comme ça. Donc, ça fait que le drone va être prêt en permanence. La recharge puis la maintenance autonome, si on va avoir des informations là, du drone en permanence, là, que la maintenance n'est pas nécessairement autonome, là, mais rend le tout plus simple. C'est sûr que ce qu'on vise là, avec ce produit-là, qui n'avait pas jusqu'à présent, on va dire, de bon contexte de commercialisation, il faut le savoir. C'est de la belle technologie, mais si on ne peut pas l'utiliser, ben, c'est un peu faut dire, c'est ça, c'est plate. Donc, le but est vraiment de réduire le temps de réponse, donner plus d'anticipation, puis c'est ce qui permettrait, on va dire, une capacité opérationnelle un peu différente, mais augmentée, si on veut, par rapport à ce qu'on fait déjà des drones. C'est vraiment intéressant. Tu sais, on parle de tout ce qui est mesures d'urgence. On doit avoir un délai de réponse rapide. Le doc nous amène vraiment à être le plus optimal possible au niveau de la rapidité du temps de réponse. Donc, c'est très intéressant à concevoir. Pour ceux qui ne sont pas déjà familiers avec Flight Hub, c'est un logiciel de planification de mission à l'origine, de gestion de flotte que DJI a mis de l'avant. La version 2, finalement, de Flight Hub, c'est ce qui va permettre, là, finalement, le poste de commandement numérique, si on peut le dire ainsi. Donc, ils ont augmenté les fonctions de Flight Hub 2. Donc, c'est plus juste un logiciel de gestion de flotte. Là, c'est carrément un planificateur, un poste de commandement, si on veut, à distance. Ça va permettre aussi là, le streaming vidéo sans fil en direct. Donc, ça passe par un serveur, simplement. Comme je disais, planification de mission, donc tout ce que vous connaissez de la planification de mission en cartographie, ça reste le même principe. Ce qui est le fun, c'est que si vous l'aviez connu à l'époque, il fallait j'ai créé nos missions dans une petite manette là, à écran tactile, que maintenant, ben, on peut le faire là, assis devant l'ordinateur, sur plein d'écrans, là, puis ça rend le tout c'est un peu plus pratique, un peu plus professionnel, j'ai envie de dire.
Mais aussi, on peut collaborer là, via la plateforme. Donc, on peut être plusieurs. Il y a la gestion de droits d'utilisateur. Le tout est sécurisé nécessairement là, parce que c'est pas un logiciel qu'on utilise en local. Si vous voulez, c'est via les serveurs de DJI, mais DJI a déjà prévu, là, si on veut, tout ce qui est l'aspect des protocoles de sécurité. Mais aussi, on donne carrément à l'utilisateur là, le luxe là, de pouvoir intégrer là, donc, à d'autres outils, de créer des automatisations, donc avec un API là, qui est fourni gratuitement. Donc, à découvrir. Il y a des versions d'essai de ce logiciel-là, si vous voulez un avant-goût, mais c'est sous forme d'abonnement payant. Donc, il faut avoir le bon type d'abonnement selon les fonctionnalités visées. Dans le cas qu'on parle ici, là, ça serait plutôt de l'ordre d'une licence professionnelle ou entreprise. Là. Donc, voilà. On parlait un petit peu plus tôt de l'importance des rapports après incendie. Donc, un outil comme FlightOp 2 peut clairement aider votre day-to-day à ce niveau-là. Qui dit vol au-dessus de personnes dit parachute, si vous ne le saviez pas. Donc, puis pour votre bénéfice, il n'y a aucun multicoptère qui, par défaut, serait certifié au-dessus des gens. C'est dans la manière dont ces appareils-là sont conçus. Il faut savoir que ce soit un quadcoptère, un hexacoptère, octocoptère, donc 4, 6, 8 moteurs, le principe demeure que pour créer la portance, ça vire dans le fond, si vous me passez l'expression. Donc, c'est très énergivore. En cas de défaillance moteur, en fait, le drone tomberait du ciel et l'aspect de sécurité est déterminé en fonction de son poids, la vitesse de chute, donc la vélocité de l'impact là, et son potentiel le risque que ça représente. Donc, pour pallier à ça, donc un drone multicoptère, donc la majorité là, des DJI vont devenir conformes au-dessus des gens dans la mesure où on intègre là, un parachute carrément. Donc, le AVSS est un manufacturier canadien, ce qui a ses avantages, disons-le. Donc, le parachute, lui, c'est un système qui est certifié auprès de Transport Canada pour le vol au-dessus de personnes. C'est un déploiement qui va se faire de manière automatique en cas d'urgence. Donc, lui, il va détecter une problématique, puis il va prendre la décision de déployer ou pas. Le but est finalement que si le drone a à tomber, ben, on ne blesse pas personne au sol nécessairement. Donc, comme je disais, il va détecter les anomalies, là, les différents capteurs en lien, dont, exemple, la différence de pression d'air. S'il y a un changement de masse d'air, le drone va le savoir que l'algorithme a été pensé là, pour intégrer les DJI et chaque drone a un parachute spécifique qui lui est dédié. Mais par contre, il faut savoir que c'est une intégration simple. Donc, le parachute vient intégrer le port accessoire. On met la petite sangle. Au Canada, donc, on veut que les parachutes soient ASTM, en guillemets, donc on puisse les déployer manuellement. Ce qui va être le cas là, via la télécommande. Donc, le parachute profite là, de l'intégration possible sur le drone pour simplement qu'on programme un bouton de déploiement sur la manette, là, tout simple. Donc, je pense que c'est pertinent aussi de mentionner qu'ici, chez Drone Expert, on est capable de faire l'intégration de ces parachutes-là. C'est un volet qui est non négligeable pour s'assurer d'être opérationnel quand vous allez quitter avec votre drone. Nécessairement que c'est pas que c'est sorcier, mais ce qu'on aime faire, c'est facile de livrer les boîtes, mais on aime bien aussi montrer aux gens là, on voit les bonnes pratiques, puis finalement là, qu'on reparte en sachant où on va là, que c'est ça, on va prendre quelques minutes ensemble là, pour bien expliquer le fonctionnement là, si vous en faites l'acquisition. Par contre, on va dire, il y a plein encore d'enjeux au niveau de la sécurité aérienne. Et cette compagnie-là, si vous ne la connaissez pas, UTM Canada, est franchement à découvrir. Ils sont à développer, donc ils ont déjà développé, mais on continue, ils sont en forte croissance là, au niveau de la surveillance aérienne, la détection de drones. Pas seulement, donc on peut peut-être vite comme ça là, penser au potentiel d'un outil comme ça pour les instances régulatrices, on va dire tout ce qui va être le milieu carcéral, là, les fameuses prisons là, qui ont à composer avec le défi des drones. Et ce qui est intéressant, c'est que la compagnie offre de le faire via un produit logiciel. Donc, dans le général, ces technologies-là sont coûteuses. Il faut les entretenir, il faut les mettre à jour. Et UTM amène, là, on va dire, une façon de le faire franchement intéressante. Donc, c'est un logiciel qui permet de faire la gestion du trafic du drone en temps réel.
donc, on va pouvoir s'en servir autant pour les instances régulatrices de voir les drones, mais que aussi pour l'opérateur, finalement, qui a à faire des demandes, à prouver la sécurité de ses opérations. Donc, qui dit vol au-delà de la portée visuelle, dit il faut quand même savoir ce qui se trouve dans notre ciel. Et c'est vraiment l'élément qui manquait là, à ce type d'utilisation-là du drone. Donc, en surveillant de près là, notre zone d'intervention, toute intrusion de drone, disons que c'est une mesure là, qui va être nécessaire bientôt, là, je pense, là, à bien des égards, là, dans certains types d'opérations. Donc, la plateforme est centralisée. Vous avez tout devant vous. C'est finalement différents modules. Donc, sur abonnement, là, si c'est juste pour la détection de drones, on peut aussi avoir des fonctions de geofencing, à qui ça s'adresse. Disons que le potentiel est en augmentation. Mais on a eu le luxe là, de pouvoir tester avec les gens d'UTM la semaine dernière là, le système ici là, chez Drone Expert. Puis on est franchement impressionné là, de ce que c'est capable de faire. Donc, on ne peut qu'espérer là, que ça continue de croître. Puis, et bref, ça va nous faire plaisir de vous en parler là, à terme, là, ceux qui seraient intéressés là, de voir là, ce qu'il en coûte et comment ça fonctionne. Il faut savoir là, qu'on s'en va bientôt vers l'été, hein, ça va être demain. Qui dit été dit souvent les grands événements. Donc, il faut savoir que bon, sur vos territoires, tous et chacun, il y aura peut-être des événements d'une certaine envergure. Vous allez vouloir quand même en faire la sécurité. Et c'est vraiment le genre d'outil là, qui va, disons, rendre la chose plutôt simple là, de protéger un périmètre d'intrusion de drone, mais aussi là, de nous de s'assurer là, qu'il n'y aura pas d'abordage là, avec d'autres appareils là, quand c'est le vôtre qui est en vol. Voilà. Il y a une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur en novembre 2025. C'est très important que ce soit compris au niveau du BVLOS. Donc, Brian, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, nous expliquer en fait la définition du BVLOS? Donc, actuellement, en fait, BVLOS vient de Beyond Visual Line of Sight, donc hors de portée visuelle. Si vous êtes déjà opérateur de base ou avancé, on est régi au niveau du vol en visibilité directe. Donc, on doit toujours savoir où notre drone est positionné dans le ciel et pouvoir finalement le voir avec nos yeux, pas des jumelles, mais vraiment nos yeux. Jusqu'à présent, quand on va dire la ligne visuelle est difficile à garder avec le drone, on a différentes manières de s'y prendre, donc soit avec des observateurs visuels. Disons qu'on arrivait à travailler avec ce barème-là que maintenant, avec le changement de réglementation, Transport Canada vient encadrer l'utilisation du drone hors de portée visuelle. Donc, finalement, il faut savoir que c'est lié au nouveau type de permis là, qui va être opération avancée complexe de niveau 1. Il faut savoir que donc, quand vous allez obtenir votre complexe avancé niveau 1, ça vous ouvre la possibilité de faire du BVLOS. Actuellement, il ne faut pas voir les amendements à la loi comme étant un resserrement des règles. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment qu'on a mieux balisé certaines catégories d'opérations. On a fait des nouveaux types de certificats. On a créé des nouvelles catégories de drones. Donc, aussi dans cette loi-là, on a créé les petits, moyens et gros SATP en fonction de leur poids. Et ça va finalement octroyer à l'opérateur qui est certifié de jouir d'un plus grand barème d'opération, finalement. Donc, ça va rendre les choses vraiment moins compliquées. Là. Si vous êtes dans les drones, vous les utilisez là, dans la période pré-2019, à l'époque, tout était compliqué. Là. Tout était une question d'obtention d'un droit de vol à la pièce avec des délais imparfaits. Maintenant, on va avoir une plus grande autonomie, toujours en restant dans les barèmes que notre licence nous octroie, mais on va jouer d'une plus grande autonomie. Là, et le BVLOS, il faut savoir que ça va être possible dans des zones peu densément peuplées, idéalement pas peuplées ou peu densément peuplées. Là, il va y avoir finalement une autre distinction, c'est que quand on va devoir le faire dans une zone urbaine,
ça va être de l'ordre d'un COAS, donc un certificat d'opération spécialisé, en anglais SFOC. Mais nécessairement là, qu'un préambule, ça serait de gravir les échelons, donc avancer, puis aller chercher un avancé niveau 1 là, qui va vous permettre un peu plus de latitude. Puis, dans certains cas seulement, il va y avoir une permission de vol nécessaire. Là. Donc, contrairement à anciennement où tout était une question de poser un plan de vol puis d'être autorisé. Voilà. Donc, au niveau de la réglementation, on parle de BVLOS, mais de quelle façon on peut parler de l'évolution sous un cadre structuré, les certifications reliées à ça? Donc, on va élaborer un peu plus sur c'est quoi qu'il y a eu comme changement, là, finalement. Donc, l'entrée en vigueur du règlement date de novembre 2025, donc novembre passé. Fait que si vous n'étiez pas au fait, là, c'est encore récent. Je vous inviterai à aller prendre connaissance. En gros, c'est une introduction officielle des opérations BVLOS, donc, entre guillemets, là, à faible risque, sans certificat d'opération spécialisé, donc une demande. C'est ce qu'on disait à l'instant. Donc, il y a la création d'une nouvelle certification de pilote, ce qui est opération complexe de niveau 1, l'abréviation OCN1. On va avoir maintenant, et je vous dirais que obligation va être recommandation, mais ça augure là, pour être finalement là, une obligation. Mais toute organisation qui est opérante de drone doit disposer d'un certificat d'exploitant. Donc, désolé de vous l'apprendre, mais c'est ce qui s'en vient. Par contre, il faut savoir que c'est une notion qui existe déjà en aviation, là. C'est juste qu'on ne l'avait pas encore pour les drones. Le positif là-dedans, finalement, c'est qu'un pilote qui finalement, pilote le drone ben, a la responsabilité de l'aéronef, de la sécurité de son opération. Mais disons que, je vais faire une analogie là, pour rendre ça peut-être un peu plus simple. C'est que si vous opérez un camion, un truck de la ville ou un truck de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ben, finalement, ça va être les assurances de votre employeur. Si vous avez comme conducteur l'obligation de respecter le code de la sécurité routière, mais s'il arrive quelque chose lié à la maintenance du véhicule, qui n'est pas de votre ressort, ben, vous en serez pas tenu responsable nécessairement. Donc, vous avez une certaine couche de protection, chose qu'on n'avait pas pour les pilotes de drone. Donc, jusqu'à récemment, on ne pouvait pas enregistrer notre drone, l'immatriculer au nom d'une entreprise. Déjà qu'on puisse le faire, c'était bien, mais la responsabilité repose entièrement sur le pilote. Donc, avoir maintenant un certificat d'exploitant, va donner vraiment une couche entre le pilote là, puis les instances. Là, donc, parce qu'on va le faire professionnellement dans le cadre de notre travail. C'est normal là, que notre employeur soit reconnu comme un exploitant. Donc, voilà. Le BVLOS, permis sous conditions strictes, il faut savoir. Donc, comme on disait. Donc, c'est un cadre qui est plus structuré, comme on disait, là, et qui rajoute, là, on va dire, des cas d'usage plus précis et plus communs aussi. Et donc, le but est de rendre ça moins lourd. Il y a quand même, là, on va dire, des exigences techniques là, dans une certaine mesure qui sont maintenant demandées pour certains types de missions. Là. Donc, on parlait de certificats d'opération spécialisés, mais quand on va vouloir opérer un drone et que ça comporte un peu plus de risques là, au niveau de la nature de l'opération, bien, c'est sûr qu'on doit en faire un peu plus. C'est pour ça qu'on parlait là, de détection de drones, mais tout ce qui est lié à la sécurité aérienne. Et l'objectif, ben, finalement, c'est ce qu'on disait, là, finalement, le but n'était pas de resserrer les lois, mais bien de faciliter les opérations avancées et en maintenant un certain standard là, au niveau de la sécurité et puis dans l'industrie. Donc, avant, vous savoir que c'était vu quasiment comme un usage là, exceptionnel. Là. C'était des autorisations complexes, là, laborieuses des fois, là, je dirais, où ça prenait du temps. Et maintenant, ben, avec une meilleure structure, c'est plus facile de planifier, mais aussi là, d'aller chercher les autorisations pour certains types de missions, comme ce qui implique là, le BVLOS, puis l'utilisation d'un drone là, au-dessus de personnes dans des milieux peuplés. Voilà. Donc, les certifications, donc en allant chercher un avancé complexe de niveau 1, ben, c'est sûr qu'on va pouvoir faire tout ce qui est avancé et même un peu plus. Disons que, comment je pourrais dire, je vais résumer un peu qu'est-ce qu'il en est pour l'OCN1. Donc, c'est une formation de 20 heures à suivre auprès d'une école de formation qui est accréditée Transport Canada.
Mais c'est un bloc de 20 heures qui est obligatoire. Donc, il n'y a pas de passe-droit, on va dire, ou de raccourci. Il faut vraiment s'asseoir pour 20 heures, réussir l'examen. Mais nous, on offre là, la formation donc en raison d'une fois par mois. Puis, donc, si vous avez des questions à savoir si vous avez des cas d'usage pour l'avancée complexe de niveau 1, on n'a pas tous le même territoire, hein, donc le contexte varie là, tellement. On utilise les mêmes dons souvent, mais pas de la même manière dû on va dire à la complexité des fois là, de notre territoire, la configuration. Donc, le avancé niveau 1 là, donne vraiment c'est ça, comme vous dites, de jouir d'un plus grand barème là, et de pouvoir mieux adapter, on va dire, l'utilisation de notre drone en fonction de notre réalité. Donc, en conclusion, on va terminer avec une petite synthèse de ce qui a été discuté. Bien, finalement, c'est que le drone permet d'obtenir une information maintenant en amont des opérations. On peut aller jusque-là. C'est sûr que toute information là, qui servirait à une prise de décision, là, c'est pour soutenir, on va dire, le commandement, mais à chaque phase. L'écosystème technologique qui permet ça est en place et démocratisé en vente, donc accessible. Le cadre BVLOS et la certification rendent ça aussi exploitable, on va dire, d'un point de vue commercial. Et l'impact va se traduire par des interventions plus rapides, plus sécuritaires. On est de nos jours à composer aussi, là, si je peux me permettre, avec, on va dire, un contexte économique qui n'est pas toujours favorable. Hein, donc, c'est de la belle technologie, mais bon, combien qu'il en coûte et tout ça. Mais en réalité, on n'a pas nécessairement les moyens de s'engager des bras de plus, puis il faut réussir à être créatif au sein d'une même équipe, puis toujours être capable d'en faire un petit peu plus. Et je pense que, on va dire, ce contexte-là, bien qu'imparfait, nous montre que le drone, l'intégration technologique est vraiment ce qui va nous aider à en faire un peu plus à la fin de la journée, nécessairement. Excellent. Donc, merci Brian. On a discuté de beaucoup de choses, des choses assez complexes. Donc, on va utiliser les minutes qui nous restent pour répondre à vos questions. Donc, on vous invite à écrire directement dans le chat pour qu'on puisse répondre à vos questions puis en discuter. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. Donc, je vais commencer avec ici la question de Johan. Est-ce que le parachute est compatible avec le Spotlight et ou le haut-parleur? Pour ce qui est de AVSS et de sa façon de fonctionner, donc en intégrant le port accessoire, ils viennent l'accaparer. Donc, d'une part, la question de Yuan est intéressante parce qu'effectivement, il va falloir faire le choix d'un accessoire ou d'un autre. Ceci étant dit, c'est pas toujours toute émission là, qui implique le vol au-dessus de personnes, puis il ne faut pas mettre le parachute comme une assurance. Donc, idéalement, on va le mettre quand l'opération l'oblige. Si on peut l'éviter, on l'évite. Pourquoi? Selon moi, le parachute installé va protéger le drone en cas de pépin, en cas d'anomalie. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on subisse une anomalie en ayant le parachute qu'en ne l'ayant pas. Ceci étant dit, AVSS propose une formule, eux intègrent le port accessoire, mais il y a d'autres entreprises qui ont une façon différente de fonctionner, souvent un peu plus coûteuse parce que c'est vraiment au niveau de la norme ASTM. Donc, on doit pouvoir le déployer de manière automatisée. Peut-être qu'une façon de démocratiser le coût d'un produit comme ça est d'intégrer la télécommande de base, mais si le parachute a sa propre station inertielle, a sa propre batterie, et son propre dispositif de déclenchement, on ne serait pas nécessairement obligé d'accaparer le port accessoire. Donc, ce qu'on vend, malheureusement, en VSS fonctionne comme ça, mais il y a d'autres produits là, qui vont probablement avoir le jour, là, qui vont pallier là, à cette imperfection-là, si on veut. Excellent. Donc, on poursuit avec une autre question. Quel est le prix pour le drone présenté? Donc, on parle du Matrice 4TD. Combien ça coûte, Brian? Je vais te laisser élaborer. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs à côté. Est-ce qu'on a besoin de formation? Est-ce qu'on a besoin de parachute? Donc, on peut s'attendre à quoi, Brian? Un prix, disons, ballpark? Oui. Donc, le drone tout seul télécommande une batterie là, avec sa mallette. Là, on parle d'à peu près un 11 000. Quand on va ajouter les batteries supplémentaires, un hub de charge pour les batteries de manette, un parachute. Bon, tu sais, on va dire que la soumission typique qu'on va émettre pour le modèle 4TD, on parle d'un budget là,
tout est inclus là, d'environ 19-20 000 là, pour être bien honnête. Là. Mais selon moi, qui est très bien investi, là, parce que quand finalement là, vous considérez tout ce que vous avez dans ce prix-là, ben, c'est le prix d'une caméra thermique à bras. Fait que, Effectivement. c'est assez intéressant. C'est surprenant à quel point la technologie est avancée et que le prix n'est pourtant pas si élevé que ça. J'ai vu une petite question un petit peu plus haut qui demandait si on faisait des démos à notre site, donc à notre emplacement ici à Québec, dans le secteur Sainte-Foy. La réponse est oui. Donc, sachez qu'on va s'assurer, nous, de communiquer avec vous dès demain, en fait, pour s'assurer que vous aviez bien compris. Si vous avez des questions, qu'on puisse les répondre. Puis en même temps, bien, ça sera un bon moment pour céduler une démonstration de produit. C'est toujours disponible ici à notre site sur l'avenue Branly à Québec. Donc, continuons. J'ai la question ici de Alain. Lors de la mesure spécifique, pourrons-nous faire le switch et avoir la mesure en mètres et en pouces? Généralement, ça, c'est lié aux paramètres de l'utilisateur là, dans votre compte DJI, là, pour ce qui est des drones DJI, donc impérial ou métrique. Selon votre préférence, est-ce que ça peut être changé au moment du vol? Fort probablement là, que c'est peut-être moins pratique, mais généralement, là, si vous travaillez en pied, bon, c'est ça. Vous y aller avec votre préférence. Puis c'est la même chose aussi pour les systèmes de coordonnées. Il va y avoir 3 formats là, de coordonnées. Généralement, nous, on va travailler avec les degrés, minutes, secondes. Ça va être le même principe, mais c'est lié à votre paramètre utilisateur, puis ça peut être changé même sur votre drone. Là, tout drone DJI a cette fonction, ce paramètre-là, finalement, là, intégré, mais lié à vos paramètres utilisateurs, pas les paramètres nécessairement de l'application toujours. Voilà. Donc, on a sauté une petite question, mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui demandait s'il y a des services incendies au Québec qui utilisent actuellement la technologie. Donc, ce n'était pas mentionné si c'est au niveau du Dock 3 ou du Matrice 4TD. Donc, on peut peut-être faire un peu l'explication pour les deux volets. Le drone, le Matrice 4TD est le drone là, qui est actuellement là, le plus vendu pour des fins de sécurité publique. Où on utilise des versions, on va dire, antérieures. Ce qui est le fun de cette machine-là, là, parce qu'on parle du dock, des accessoires, mais c'est que c'est une machine qu'on peut acheter d'emblée en phase 1, puis prévoir une phase 2 et 3. Donc, c'est sur lequel vous pouvez bâtir puis améliorer, continuer là, j'ai juste le terme en anglais, là, expand, là, mais que vous pouvez bonifier au fil du temps. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout acheter tout de suite, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous allez pouvoir en faire aussi plus tard. Là. Donc, quand on y va là, avec, exemple, le budget, ben, on vous a acheté le drone une première année, puis vous allez pouvoir le faire évoluer là, dans les années qui suivent, ce qui est intéressant. Donc, tous ceux qui, finalement, vont utiliser le Matrice 4DT, TD, pardon, ben, vous pourrez intégrer le dock plus tard là, s'il le souhaitait. Là. Voilà. Donc ici, ça ne semble pas être une question, donc je vais passer. Romain nous dit Matrice Flycard, très bon reportage, donc merci pour l'envoi du lien. La fonction n'est pas visible sur un Matrice 4T dans les paramètres. Alors, je voulais savoir comment avoir cette fonction. Question de Alain ici. La fonction étant, est-ce que c'était la question liée au système de mesure? Là, C'est une nouvelle question qui est apparue. Ouais, c'est ça, en mètres et en pouces. Oui, donc c'est ça. La fonction, oui, c'est ça. Oui, c'est en fait sur un matrice 4T, là, parce que ce soit un 4T ou un 4TD, là, soit dit en passant, là, l'interface là, est la même. Là. Vous voyez la même chose. Il faut savoir la distinction entre les deux. Là. Imaginez que c'est le même drone, mais avec une carlingue différente. Là. Le modèle D est plus proche d'un fantôme. Si vous avez connu les fantômes, là, les drones DJI blancs là, avec le landing gear, là, ça ressemble à ça, là, parce que les bras ne se replient pas. Okay? Puis c'est probablement juste ça qui fait en sorte qu'il était plus étanche que le modèle qui se replie. Ils ont des batteries différentes, là, mais c'est la même interface pour les deux. De changer les unités de mesure, là, ça va être possiblement, là, si vous avez Pilot 2, vous avez les options, 3 petits points en haut à droite, vous avez le sous-menu là, avec les petits icônes, vous allez dans le dernier en bas, 3 petits points, puis ça va être unité de mesure, et vous allez changer impérial métrique à cet endroit-là. Voilà. Une autre question de Romain très pertinente. Donc, faites-vous la location longue durée pour le Matrice 4T pour les services incendies? La réponse est oui, Romain. En fait, on offre la location courte durée si on a besoin d'une journée, une semaine. C'est quelque chose qu'on offre. Mais nouvellement, on a aussi la location longue durée pour une période de 6 mois, 1 an, 2 ans. Où est-ce que ça devient intéressant, en fait? C'est que
lorsqu'on va de l'avant avec l'option location long terme, en fait, les entretiens maintenance sont inclus et vous assurez en fait de ne pas avoir d'enjeu de désuétude d'équipement. C'est-à-dire que quand votre terme de 2 ans est terminé, on reprend le drone. Vous avez le choix de l'acheter si c'est ce que vous voulez. Sinon, on reprend le drone et on recommence un terme de 1 an ou 2 ans pour recommencer le terme de location avec la nouvelle technologie. Donc, normalement, DJI vont sortir des drones à toutes les quelques années. C'est une belle façon de s'assurer d'avoir toujours la technologie la plus récente. Pour ce qui est des prix, etc., on pourra en parler en privé, mais c'est un volet qui est très, très intéressant, une formule vraiment clé en main. Je répondrai peut-être à la dernière question, là, qui est celle de Manuel, que je trouve intéressante. Donc, quelles seraient les phases 2 et 3, on va dire, d'un projet pour le Matrice 4TD? C'est, on va dire, les différents accessoires qui sont offerts. Là, on parlait de speaker puis spotlight. Ça, généralement, on le prend d'emblée pour la recherche de personnes. DJI va proposer aussi là, Manifold 3. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un processeur. On dit que l'intelligence artificielle embarquée sur le drone, mais si vous développez votre propre algorithme, ben, vous allez pouvoir le faire exécuter par le drone. Donc, on va dire, exemple, on va dire, si vous êtes familier avec le principe de collecter de la donnée là, à la fin de photogrammétrie, des modèles 3D, ce genre de choses-là, généralement, on doit composer là, avec les variations d'élévation du terrain. Donc, déjà, il a essayé là, avec plein de fonctionnalités dans le passé, là, exemple, en faisant un terrain follow, donc le drone va essayer de suivre là, en fonction de sa télémétrie là, le niveau du sol. C'est relativement précis. Il va avoir, on peut créer une mission à partir d'un fichier topographique qu'on a déjà généré. Un exemple, là, ce que Manifold 3 peut faire, le drone va être capable de générer, on va dire, d'une zone, un nuage de points 3D sur lequel, lui, va pouvoir créer une mission. Un autre exemple de ça, c'est que si, exemple, on évolue dans un environnement qui est complexe au niveau des différents obstacles, bien, on va pouvoir les mapper comme ça. Et le drone va pouvoir pallier encore mieux là, finalement à la complexité du terrain de par il va avoir généré lui-même son propre 3D de la zone. Et, exemple, le Manifold 3 va permettre de pouvoir en faire beaucoup plus dans ce département-là parce que, bon, au niveau de la manette, on est limité à une certaine superficie, mais avec le Manifold 3, on peut le faire à plus grande échelle et aller jusqu'à développer ses propres algorithmes de détection là, et utilisation de l'intelligence artificielle. Exemple, faire des dénombrements d'achalandage sur des artères publiques, donc le nombre de véhicules, le nombre de gens qui peuvent circuler à des endroits. Je vous dirais que on pourrait faire un webinaire juste là-dessus, là, que les options sont facilement limitées. Voilà. Donc, au niveau de Mario, on te remercie pour ta question. Quelles sont les limitations du Flight Hub de déploiement dans les régions éloignées? Bien, c'est sûr que c'est l'aspect peut-être du signal LTE là, qui demeure un défi. Donc, c'est sûr que ça continue de s'améliorer, mais on va dire la connectivité là, n'est pas la même partout, là. À ce moment-là, il y a toujours le moyen, là, avec des technologies comme Starlink, là, tout ça, d'avoir accès à Internet et tout ça. Le drone, pour le moment, lui, prévoit d'intégrer une carte SIM là, via un dongle sur le drone. Ce qui va lui permettre, lui, d'être commandé par réseau cellulaire. Mais disons que, étant donné, c'est un peu ce qu'on disait, là, tout le monde a sa réalité, là, notre territoire est grand, mais on fait quelques heures en voiture, puis on peut être complètement dépaysé. Là, c'est la beauté du Québec, mais en contrepartie, là, il y a des endroits effectivement qui sont moins bien desservis. À ce moment-là, il va y avoir d'autres dispositions, il y a d'autres manières pour vous de pallier à ça, mais nous, quand on va approcher finalement un projet comme ça avec un client, mais c'est ce qu'on va discuter là, pour mettre la table puis regarder ce qui fait du sens. Donc, c'est sûr que c'est une belle perspective d'avenir, mais avant que ça s'applique à tout le monde, ben, c'est sûr que c'est à voir en cas par cas, mais c'est ce que ça va nous faire plaisir de regarder avec vous là, si vous avez le désir là, d'en parler avec nous. Voilà. Merci beaucoup, Brian. On va terminer rapidement avec la question d'Alain qui nous demande est-ce qu'on donne la formation dans la région de Montréal, Rive-Nord? La réponse est oui, en fait. On donne la formation à nos bureaux, mais on peut également se déplacer. Donc, c'est ce qui conclut le webinaire. On vous remercie d'avoir participé. On vous remercie d'avoir posé vos questions très pertinentes. Ça va être un plaisir de collaborer avec vous. Donc, encore une fois, au nom de Drone Expert, à mon nom, au nom de Brian, merci à tous. Bonne journée.